d'hilarité. Parlons un peu du rire en littérature. Oh ben moi, je ris toujours. Ça, je pense que... Enfin, je peux imaginer que souvent on dit que le rire jaillit un peu partout. Les larmes aussi, hein, les larmes. Mais le rire... quelqu'un comme Proust, par exemple, qui est plus que sérieux et qui nous apprend aussi le pathétique et l'angoisse, etc. Enfin, il y a d'innombrables pages qui sont extrêmement... qui sont sarcastiques, qui sont drôles, qui débordent d'ironie. Dans Shakespeare, on ne peut pas faire la séparation entre le tragique et le comique, toujours. C'est vrai que les noms souvent sont drôles, ils ne sont pas des noms particulièrement beaux. Les noms des personnages sont Les personnages, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'en fait, nous sommes affligés de noms. Hein. C'est le jeu de la langue avec notre destin, et on ne sait pas trop quoi en faire. Mon propre nom, tu sais qu'il a rompu il a bien fait rire des générations, hein. Depuis ma plus petite enfance, ça continue d'ailleurs. Alors il y a un mot de passe quand même, tu dis book. Pourquoi tu dis book et pas livre? Peut-être book parce que c'est plus international. Je pense que book, d'abord, je pourrais peut-être tricher et dire que si j'écris book comme un book, vous comprenez bien que ça s'écrit comme book. Vous voyez comment ça s'écrit. Bon. C'est peut-être pour jouer avec book. C'est le mot de passe qui permet aussi de la circulation sur le Styx, justement entre le monde des morts et le monde des vivants. Alors, Chibonette. Oui, et c'est aussi, bien sûr, c'est un jeu de signifiant. Maintenant, je pense que comme nous sommes dans la civilisation du e-book, tout le monde sait écrire book avec deux O, mais moi j'aime bien aussi l'écrire encore B-O-U-C, etc. Mais là-dessus, j'aime bien aussi le mot anglais parce que book, en anglais, c'est Buch. Buch, le mot allemand, qui est Buch, le livre, mais qui est aussi Buch, l'arbre, c'est-à-dire le charme. On ne finirait pas de jouer avec les mots. Et alors, est-ce que les carnets, les lettres, les journaux, tout ce qui est souterrain à la littérature ou à côté, ce sont les shadow books? Moi, j'ai appris ça comme ça. C'est-à-dire que je pense que shadow book, c'est un livre qui est du monde. C'est comme ça que j'appelle les livres, les servants, les livres servants de livres. C'est-à-dire lorsqu'on écrit un livre, enfin lorsqu'on lit un livre, je devrais dire, on lit le dernier de la série. En fait, c'est celui qui a réussi à atteindre le rivage éditorial et qu'on a vite recouvert d'une couverture, mais il est précédé de très nombreux pré-livres, qui sont des carnets, des livres, etc. Je pense qu'en général, par exemple, un de mes livres, lorsqu'il est finalement enveloppé dans une couverture et réchauffé, c'est peut-être le 10e ou le 17e dans la série qui a abouti à ça. Et parfois, justement, les pré-livres ont une valeur tout à fait équivalente, peut-être même ils sont plus grands. Moi, j'aime beaucoup les pré-livres. Il y a les pré-livres et puis il y a les livres de la lame de la bibliothèque, les livres qui n'ont pas été écrits. Ah ça, il y en a beaucoup. Alors d'abord, parlons des pré-livres, parce qu'il y en a. Maintenant, on développe de plus en plus dans le monde de la recherche de la lecture des pré-livres, de ce qu'on appelle des manuscrits, mais ce sont des archives, c'est énorme. Lorsqu'on lit La recherche du temps perdu, on lit le centième de ce que Proust a écrit. Et ce qu'il a écrit pour arriver là, c'est souvent plus beau, plus culotté, plus violent, plus drôle, etc., que plus poétique que l'ultime. L'ultime, on l'habille, on l'envoie. Les autres sont plus nus. Ce qu'on donne ensuite à lire au public, qui va aller dans les librairies et dans les bibliothèques, c'est habillé.
parce qu'on n'ose pas se montrer tout nu en petit. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais alors là-dessus, il y a sur mes étagères à moi, mais je ne suis pas la seule, bien sûr, il y a les livres qui passent comme ça, donc qui font signe, qui ressemblent à des bateaux à voile, qui sont qui font halte, qui attendent qu'on vienne à bord, qu'on les écrive. C'est pas les fantômes comme les fantômes de Kafka, c'est autre chose. De toute façon, depuis presque toujours chez toi, peut-être même depuis toujours, il y a ce fameux le livre que je n'ai pas écrit, et de temps en temps, tu en écris un. Chapitre Los, c'était un chapitre Los, c'est le. Je me suis dit, quand j'ai écrit Chapitre Los, ben, j'ai eu une sorte d'illumination tardive, vous me direz, depuis le temps que j'y pensais, mais il s'est présenté à moi une possibilité d'écrire le livre que je n'écris pas. Et, parce que je me suis rendu compte que si je ne l'écrivais pas, c'était évidemment parce que je me trompais de forme, parce que je le voyais comme l'Himalaya, et je me disais, bon, j'ai pas le temps, de toute façon, d'écrire l'Himalaya, j'ai pas la force. Et quand j'ai compris que le livre que je n'écris pas pouvait aussi être plus modeste, et se présenter comme une sorte de fleur avec des milliers de pétales, je me suis dit, ben, il n'y a qu'à écrire, laisser venir un pétale, puis un autre pétale, puis un autre pétale, ensuite on verra. Voilà. Et ça m'a permis de commencer à écrire le livre que je n'écris pas, que je ne finirai pas, mais il va commencer. Donc il y a déjà quelques pétales. Voilà. Alors il faut dire aussi que ce livre est d'une certaine manière aussi un commentaire d'un vers de Paul Celan. Die Welt ist fort, ich muss dich tragen. Le monde est parti, il faut que je te porte. Et je ne vais pas résister là au plaisir mêlé d'un peu de douleur de lire un extrait dont on parle ensemble après, d'un extrait du livre de Jacques Derrida qui s'appelle Bélier. Il fait tout un long commentaire de ce poème et c'est un petit passage absolument magnifique. On pense ici à lui à Strasbourg. Là. Si là-haut il y a nécessité ou devoir envers toi, si là-haut je dois, moi, te porter, toi qui n'es plus là, eh bien, alors le monde tend à disparaître. Il n'est plus là ou plus ici, die Welt ist fort. Dès lors que je suis obligée, à l'instant où je te suis obligée, où je dois, où je te dois, me dois de te porter, dès lors que je te parle et suis responsable de toi ou devant toi, aucun monde, pour l'essentiel, ne peut plus être là. Aucun monde ne peut plus nous soutenir, nous servir de médiation, de sol, de terre, de fondement ou d'alibi. Peut-être n'y a-t-il plus que l'altitude abyssale d'un ciel. Je suis seule au monde, là où il n'y a plus de monde. Ou encore, je suis seule dans le monde dès lors que je me dois à toi, que tu dépends de moi, que je porte et dois assumer, en tête à tête ou face à face, sans tiers, médiateur ou intercesseur, sans territoire terrestre ou mondial, la responsabilité à laquelle je dois répondre devant toi, pour toi. Je suis seule avec toi, seule à toi seule, nous sommes seuls. Cette déclaration est aussi un engagement. Et toi, là, tu pars au combat. Tu écris « Alerte, on a perdu le monde, vite aux prières, lancez l'appel, lancez 2 mots à la mer, tendez la littérature par-dessus l'abîme. » Ça, c'est toi. Ça ne se commente pas. Mais voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je te croyais mort, bien-aimé, tu sais seulement dans une autre vie. C'est cette vie autre que tout ce que tu écris permet. Et puis, je trouve que ça permet de rejoindre aussi cette question toujours actuelle entre Derrida et toi, qui était votre disputation en quelque sorte. Hein. Lui, il dit non, toi tu dis oui, lui, il se dit, il dit, alors il te cite, hein, il dit, bon ça c'est toi, parce que des fois je vous confonds. Voilà, alors, lui il dit, dans HC pour la vie, je le cite encore, il est très beau. Car elle, donc Hélène Cixous, parce que vivre elle aime, elle ne me croit pas. Elle le sait bien de son côté qu'on meurt à la fin trop vite, elle le sait, ayant aimé écrit mieux que quiconque,
Elle en a bien le savoir, mais elle n'en croit rien. Elle ne croit pas, elle sait. Elle est celle qui sait et qui sait, mais elle n'en croit rien. Et moi, de mon côté, je me dis, puissais-je la croire? Il faudrait que je puisse, oui, que je puisse la croire, là où elle n'en croit rien, quand je lui dis qu'à la fin, on meurt trop vite. Ou bien, me dis-je encore, puissais-je comprendre? Il faudrait que je puisse penser ce que croire veut dire de son côté, du côté que je ne suis pas. Vous remarquez que déjà, je parle toujours de son côté. C'est-à-dire qu'elle m'apprenne ce que je veux dire quand je dis « il faudrait que je puisse ce que je ne peux pas ». Je ne le peux pas, mais en disant « il faudrait que je puisse », sans bien savoir si je pense ce que je dis, et si ça veut dire penser ce qu'on dit, eh bien en me disant « il faudrait que je puisse la croire », ou bien « ah, et peut-être aïe aïe, si je pouvais la croire, si… » Eh bien peut-être si, c'est comme si je la croyais déjà. Si, et si je le pouvais, et que donc elle avait raison, raison contre moi, qui dit et répète de mon côté, parce que vivre, j'aime aussi. On meurt à la fin trop vite. Et ça recommence, ça recommence. Ça c'est votre dispute, et toi tu lui réponds. Je suis toujours à te rappeler la mort, disait-il. À la fin, il me faudra toujours te rappeler qu'on meurt trop vite de mon côté, quand de ton côté, on vit trop vite, me disait-il. Tu ne te rappelles pas jusqu'à 3 fois par semaine, tu ne me crois pas, tu le sais, et tu ne me vois pas, disait-il au téléphone. Tout à coup, j'ai bien vu que je ne croyais pas qu'il voulait que je croie, et qu'il voulait également que je ne croie pas. Et il recommençait, et ça recommence. Voilà, c'est une merveilleuse dispute, c'est aussi sur la littérature comme secours, recours, et comme réponse entre vous à la morsure de la mort qu'on trouvait déjà dans l'amour du loup. Là-dessus, il y aurait. Oui, on n'a pas le temps d'en parler, parce qu'il y aurait tellement à dire. C'est immense, c'est très complexe. Mais je veux juste dire une chose pour qui voudrait reprendre et s'attarder sur cette scène, qui est une scène qui a eu lieu des centaines de fois, c'est qu'elle est datée. Elle est inscrite dans une temporalité, parce que finalement le refrain que vous avez entendu, c'est à la fin la vie aurait été trop courte, à la fin la mort arrive si vite. D'une certaine manière, c'est une plainte ou un chant de la jeunesse. Parce que qui peut penser que la vie aurait été trop courte, sauf justement ceux qui sont dans la force même de la vie. Lui, il n'a pas connu, il n'aura pas connu, parce que sa vie aura été si courte, justement, quelque chose dont moi je fais l'expérience maintenant. Et qui est tout autre, parce que je pense que le danger suprême, c'est pas que la vie aura été si courte, mais que la vie s'éteigne dans la vie même. La mort, pour moi, ça n'a jamais été que de la vie. C'est l'altération de la vie, sa déperdition, c'est qui est véritablement la menace, c'est-à-dire justement l'oubli. C'est une question infinie et celle qu'il faudrait commenter vraiment au plus près et relire. On a été révolté par la tragédie, par Roméo et Juliette, c'est trop tôt. Ça, c'est bien sûr. Alors, on va bientôt arriver à la fin de la rencontre. Je voulais encore te demander quelque chose. Il y a toi qui écris, et puis il y a toi qui rêve, et il y a toi qui écris souvent « me dis-je » dans tes textes. Et ces deux expressions sous-entendent donc toujours une sorte d'autre. Tu dis « je rêvais, oui, dans le rêve qui est là », et « me dis-je » à qui au juste est-ce que je dis ce que je dis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Est-ce que c'est un double? Est-ce que c'est un usurpateur majeur? Est-ce que c'est aussi le voleur de feu? Est-ce que c'est pour faire écho au travail d'Adèle qui accompagne ce livre, un pourvoyeur de braise qui brûle les pieds ou un marchand de roses? C'est une très bonne question, très difficile. D'abord, je pense que rêver et écrire, ça n'est pas séparé. C'est exactement la même chose. Simplement dans des états
de veille un peu différent. C'est-à-dire que quand je rêve, j'écris. Le rêve écrit, il s'écrit, et moi je recopie, mais quand j'écris en ayant l'air réveillé, c'est exactement la même chose. Et elle me dit, c'est très important, parce que, et c'est pour ça que c'est très bien de faire allusion au rêve. Lorsque nous rêvons, au fond, nous avons, je pense que vous partagez cette expérience avec moi, nous avons une sorte de jeu de moi accompagné. Ce moi est plus d'un. Nous rêvons avec une légère, c'est d'ailleurs ce sont des domaines très intéressants à explorer, avec une légère, presque brumeuse conscience que nous rêvons. Jamais nous ne rêvons simplement parce que je pense qu'il y a toujours un miseré, un bord, qui est en train d'écrire le rêve et qui dit « je rêve ». Voilà. Je rêve. Voilà. Quand je dis me dis-je, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'écris, et au bord de ce j'écris, il y a un liseré presque transparent et imperceptible qui pense et écrit, j'écris. J'écris que j'écris. Toujours. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça, faire de la littérature. C'est d'avoir ce très léger dédoublement, cette très légère dissociation, qui est à la fois un j'écris et un je suis en train d'écrire et je lis ce que j'écris, et comme c'est fulgurant, ça se décale à peine, mais c'est là. Il y a un temps, d'ailleurs, il y a un décalage dans l'écriture, parce qu'après tout, j'écris là, quelque part, là. Et le temps, justement, de porter cette œuvre cinématographique qui me traverse sur le papier, c'est ce temps du me dis-je. Peut-être dans ce liseré, sur cette petite zone frontière qu'arrivent les écrivains, les personnages, voilà. Dans cet interstice. Absolument. Et d'ailleurs, si on devait le représenter, puisque tout à l'heure je parlais de la visite d'Ulysse chez les morts, c'est ça, c'est une conjonction, un endroit où il y a une jonction entre plusieurs états de moi. Et les autres, bien sûr. Et les autres. Tous les autres, quoi. On ne peut pas quand même finir sans évoquer la scène du crime, qui a toujours lieu dans la littérature, et c'est ce crime arrivé dans une chambre. Il y a toujours une chambre. Il n'y a pas de crime sans chambre, enfin, je pense que les premiers crimes sans chambre, c'était un peu bizarre, d'ailleurs, je dois quand même reconnaître qu'il y en a eu. Parce que avant qu'il y ait des chambres dans la Bible, il y avait déjà des crimes. Mais je pense que le crime a fait chambre tout de suite, puisque justement, il a cherché à se cacher. Il s'est vite mis dans une cabane, parce que voilà. Donc, ça va ensemble. La chambre, c'est toujours la chambre du crime. Et parce que c'est aussi la chambre du désir, la chambre de l'angoisse, la chambre du rêve. Alors, c'est qui tue qui, c'est qui m'a tué, qui m'a mis la plume dans la main, comme tu dis. Qui fait ce qu'il ne faut pas faire. Qui s'est tué aussi. Le suicide est évidemment fréquent dans la littérature, mais en tout cas, le parricide, le matricide, l'infanticide ont lieu. Oui, je ne pense pas effectivement qu'il y ait un suicide, mais enfin, on peut considérer que certaines écritures sont suicidaires, mais je ne le crois pas. Je crois plutôt qu'elles sont criminelles et qu'elles se dénoncent comme telles. Même si elles se défendent en criant « je suis innocent », ce que fait Kafka. C'est un criminel innocent. Et l'exposition du peintre s'appelle « Je suis innocent ». Ça, c'est Adèle. Alors ça, c'est un cas particulier. Adèle est vraiment un grand artiste. Il est tout jeune. Quand je l'ai connu, pour moi, c'était un bébé. Il avait 40 ans. Bon, maintenant, il en a 42. Ça va vite avec lui. Et c'est un garçon extraordinairement doué, extraordinairement. Et il est vraiment comme ça. C'est un artiste né et qui n'a peur de rien. C'est-à-dire qu'il est sorti de rien, il fait des choses absolument monumentales, il court le monde avec des bottes de 70 lieues. Et
Et il exerce des violences. C'est un acrobate de violence extrême. Il y a certaines de ses œuvres qui m'ont absolument été intolérables. Je les ai vues et je suis partie en courant. Je me dis laisse-moi tranquille, je sors. Je ne peux pas le supporter. Et je reconnais qu'il faut travailler justement sur les faits, c'est-à-dire le fait qu'une œuvre peut vous atteindre de telle manière que vous fuyez. Et ces œuvres sont parfois, ça atteigne comme ça des zones qui sont des zones de grande vulnérabilité chez d'autres, si bien qu'il a commencé à proclamer et à prendre aussi comme titre d'exposition la phrase « Je suis innocent ». Bon. Or, s'il y a une phrase qui n'est pas innocente, c'est bien celle-là. Quand quelqu'un dit « Je suis innocent », franchement, ça met la puce à l'oreille. Et ça m'a obligée à travailler là-dessus. Et à reconnaître quelque chose, je le dis maintenant, c'est la fin d'un très long processus, parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai fini par me dire, mais c'est vrai qu'il est innocent. Après la littérature, est innocente la littérature, est innocente la littérature. Mais non, c'est-à-dire que la littérature, elle commet des crimes, mais il est bien entendu avec le monde, avec l'humanité, que c'est de ça qu'elle est chargée. Sa mission, c'est de déposer des crimes, de les déposer, de les avouer, alors que, hors littérature, il n'y a pas de lieu pour ça. On rentre dans le monde du jugement, du tribunal, etc. Et à ce moment-là, on dénie le crime. Tous les criminels dénient le crime, il n'y a qu'en littérature qu'on l'a vu. Alors on va terminer avec la lecture d'un passage tous les deux. Et puis bien sûr, vous pourrez ensuite poser des questions. On joue dans les ruines et dans les cimetières. Ça sent Dieu. Que fais-tu là? Qu'as-tu fait? Et qui aurais-tu été? Hélas, pour Édipe, quand on écrit, on est criminel sans le savoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Édipe? Tu voulais dire Orphée? Je ne sais pas. On dit Édipe pour dire Ajax, pour ne pas dire Othello, pour dire Julien, je veux dire l'hospitalier, mais il y a l'autre Julien aussi. Vous savez, Julien Sorel, pour dire Marcel, alias Swann, pour dire celui, celle qui écrit la lettre qu'il se vole, qui le vole, qui l'aveugle, qu'il cherche désespérément à retrouver, et c'est une question de vie ou de mort. Il y a eu un assassinat. Le corps est là. La mort est là. La morte est là. Mort est là. Morella. Morella, c'est une nouvelle d'Edgar Poe. On a tué. Qui? Qui a tué qui? Qui m'a tué? Qui m'a mis la plume dans la main? Qui m'a frappé, aveuglé? Qui s'est tué dans la nuit? Nous écrivons d'avançant, sous une pluie de questions aux points empoisonnés. Il lui est né par les premières et les dernières questions que lance l'être humain dans l'espace vide du destin. Moi-même, je les entends résonner dans la dernière chambre de ma mère, lorsqu'elle ouvre encore les yeux, encore un jour fendu dans le bois de la 103e année, et coasse. Ma mère dit: qui je suis, où je suis, Hélène, Vassislos, qu'est-ce qu'on me fait, qu'est-ce que tu me fais? Mon enfant. Henri, qu'est-ce que tu m'as fait, crie Madame von Blarenberg. C'est notre grand étonnement, l'épouvantable secret de la vie, comme elle nous donne la mort, comme elle nous donne à donner la mort. De cet étonnement horrifié, l'auteur volé sort en chancelant, en chantant le mystère et l'effroi. Il n'y a qu'un crime, chacun vient le confesser d'autrement. Mais de Sophocle à Poe, de qui Baudelaire reçoit la lettre que Blanchot contresigne, c'est la même tragédie et le même égarement, car toujours le terrible sujet surpasse le 10 ans. J'ai fait ce que moi, je ne pouvais pas faire. Ce n'est pas moi, c'est pas moi qui l'a fait. Qui a écrit cela, Stendhal?
perchance Derrida, ou perchance Rousseau. Si ce n'est Shane Joyce, c'est donc Sean Joyce, mon chambable, my freer, mon frayeur, mon pire, mon plus que moi. Est-ce toi, Jacques Derrida, qui a dit que la littérature commence où on ne sait plus qui écrit? Ou est-ce Virginia Woolf? Est-ce la Vierge ou le loup? Est-ce le lion ou le python? Est-ce Montaigne ou la Boétie? Ou est-ce moi ou Ève, ma mère? For whom the bell tolls. Merci beaucoup pour ce champ de vie et ce champ de la littérature. Merci beaucoup.